Hassan Arfi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, président du CRIF. Depuis lundi, la France, comme le reste du monde, a commémoré le 7 octobre et les victimes qui sont tombées ce jour-là, ce jour de pogrom. Êtes-vous satisfait de ce qui s'est passé, de ce qu'on a entendu depuis lundi? Est-ce que l'émotion a été à la hauteur de l'événement? Il y a une émotion sincère, je crois, dans la société française autour du 7 octobre de manière générale. Je crois que la France a entendu que le 7 octobre n'était pas qu'une affaire israélienne, n'était pas qu'une affaire liée au monde juif, mais qu'il y avait au fond aussi une dimension française à ce qui s'est passé le 7 octobre, comme il y a évidemment dans d'autres pays du monde. Et pas seulement parce qu'on a des victimes franco-israéliennes ou françaises. D'abord parce qu'il y a eu des victimes évidemment françaises, on en a parlé, 48. On leur a rendu hommage en France le 7 février aux Invalides, il faut le rappeler, mais aussi parce qu'il y a eu une fracture de la société française autour de la question du 7 octobre et que c'est devenu au fond une question à laquelle la société française elle-même n'échappe pas. Je crois que cet anniversaire du 7 octobre, il a donné à la fois un temps de recueillement important pour les victimes, mais aussi un temps d'interrogation pour notre société. Et vous avez déclaré 1 an dans la tradition juive, c'est le temps qu'il faut pour passer du deuil au souvenir, mais vous avez ajouté que ce passage, cette manière de tourner la page, c'était impossible en ce moment. C'est évidemment impossible parce qu'il y a les otages qui sont, j'allais dire, un trait continu entre ce qui s'est passé le 7 octobre et aujourd'hui, et que ce trait se poursuit et se poursuivra jusqu'à leur libération. Et puis, il y a évidemment cette guerre existentielle pour Israël, menée sur plusieurs fronts, qui se poursuit et qui, là aussi, empêche de faire le deuil pleinement du 7 octobre, parce que, au fond, nous ne pourrons faire ce deuil totalement qu'à partir du moment où l'ensemble de la séquence, entre guillemets, sera terminé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Néanmoins, la tradition juive, elle nous oblige à faire un geste, à faire un travail quand même. Et c'était aussi le sens de la cérémonie que nous avons tenue lundi. Nous l'avons tenue parce qu'il fallait qu'il y ait ce passage symbolique des 1 an qui soit marqué. Gilles William Golnadel nous disait hier à ce micro que ce ne sont pas seulement des Israéliens, ce ne sont pas seulement des Juifs qui ont été tués, qui ont été visés, mais que par-delà ces victimes, c'était l'Occident. C'était le blanc, le monde blanc qui était visé par une nouvelle barbarie. Est-ce que vous raisonnez comme lui? Alors, je raisonne en disant que ce qui s'est passé ce jour-là, d'abord, et il faut le dire comme ça parce que beaucoup de gens l'ont réduit à cette dimension, d'abord, ça n'est pas seulement le conflit israélo-palestinien. Beaucoup de gens ont au début voulu voir un épisode de plus terroriste, mais un épisode de plus dans le conflit qui oppose Israël aux Palestiniens, et là en l'occurrence Israël au Hamas précisément. En voyant les images, en voyant que les victimes étaient assassinées non pas au cri de mort à Israël, mais de mort aux Juifs, ce que j'ai vu d'abord surgir, c'est le moteur de l'antisémitisme millénaire se mettre en route à ce moment-là, à cet endroit-là de l'histoire et de la géographie. Et ça, nous l'avons entendu comme une menace pour nous-mêmes, parce que nous savons que quand le moteur de l'antisémitisme s'enclenche avec cette violence quelque part dans le monde, il y a des répliques partout. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le conflit dans lequel ça s'insère, c'est d'abord un conflit qui n'est pas celui d'Israël contre le Hamas, mais celui d'Israël au fond contre l'Iran. Et l'Iran, son projet, c'est l'islamisme d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Ils poussent partout les agendas islamistes de leurs alliés. Ils ont marqué le départ d'une vague idéologique à laquelle nous faisons face aussi en Occident. Et de ce point de vue-là, bien sûr que ce conflit s'inscrit dans le combat global contre l'islamisme, même s'il ne peut se réduire à cette dimension. Une sorte d'épisode d'une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale, entre guillemets. Les attentats sont partout, l'islamisme est partout. Il y a eu des attentats. Nous avons, en France, en 2015, affronté, nous aussi, l'islamisme global, puisque l'État islamique basé en Syrie et en Irak frappait le monde entier depuis là-bas. Donc, on est dans un conflit qui est global. Il n'y a plus de frontières il n'y a pas de frontières dans la guerre contre l'islamisme. Donc, de ce point de vue-là, c'est évidemment un conflit global. C'est un conflit d'une intensité et d'un rythme qui n'a rien à voir avec évidemment les guerres mondiales, parce que quand on parle de guerre mondiale, ça renvoie quand même à une terminologie particulière. Mais oui, nous sommes dans une bataille que les démocraties libérales doivent mener. Elles doivent le mener avec une difficulté majeure, c'est que leur logiciel nous empêche souvent de considérer que nous sommes en guerre. Et donc on est souvent aveugle à la déclaration de guerre qui nous a été faite. Mais oui, nous sommes engagés dans une bataille
militaire, sécuritaire contre l'islamisme, mais aussi culturel contre l'islam politique et ses dérives aussi en France. Les répliques que vous évoquiez, cette vague d'antisémitisme mondial, les répliques, elles ont été très fortes en France. Est-ce que vous considérez que la réponse de l'État a été à la hauteur? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ça va diminuer, que ça va s'éteindre au fur et à mesure que le conflit là-bas avancera, trouvera son issue? D'abord, je ne crois pas malheureusement que le fait que le conflit se résolve, s'il se résout dans les prochains jours ou les prochaines semaines ou les prochains mois, ait un impact aussi direct sur la baisse de l'antisémitisme. L'histoire témoigne du fait que quand l'antisémitisme est libéré, c'est très difficile de ramener le phénomène dans son lit, de le ramener à l'état où il était avant. On l'a vu, on n'a jamais retrouvé, même dans les années calmes, les chiffres d'actes antisémites des années 90 où il y avait simplement quelques dizaines d'actes antisémites par an. Donc on a un phénomène qui de toute façon va durer. Maintenant, est-ce que la réponse de l'État a été à la hauteur? D'abord, ce qu'on doit se dire avec honnêteté, c'est qu'il y a une conscience de la question de l'antisémitisme en France, des pouvoirs publics, du président de la République jusqu'au ministre, jusqu'au recteur d'académie. Je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il y a un phénomène d'une nature spécifique qui se passe en France. On a vu face à ça une prise de conscience. Alors après, comment on fait face à ça? Comment on réagit? Il y a une dimension sécuritaire. Là aussi, il y a une prise de conscience forte. Je veux dire que je profite de cette antenne pour remercier la mobilisation de la puissance publique sur tous les événements de la communauté juive, protège les sites, devant les écoles. Bien sûr, il y a des endroits où on se dit que ça pourrait être plus, mais enfin globalement, la puissance publique fait ce qu'elle doit faire pour sécuriser la vie juive et c'est quand même d'abord le plus important. Et puis ensuite, il y a une réponse qui est une bataille culturelle et éducative à mener. Et sur ce champ-là, oui, on doit pouvoir faire mieux. On doit pouvoir faire mieux parce que aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas voir l'antisémitisme tel qu'il est aujourd'hui. Tel qu'il est aujourd'hui, c'est d'abord le prétexte pris du conflit israélo-palestinien. C'est l'antisionisme comme moteur de l'antisémitisme. Donc il faut que dans les écoles, on soit capable d'expliquer aux enfants ce qu'est l'antisémitisme d'aujourd'hui et pas simplement ce qu'il était avant. Alors justement, est-ce qu'une occasion a été ratée? On a vu le pataquès, elle s'en expliquait, de la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'une occasion a été ratée cette semaine? On aurait pu, dans toutes les écoles, parler de ce qui s'est passé le 7 octobre, parler de cet antisémitisme importé. Alors, effectivement, il n'y a pas eu, je crois, de cérémonie tenue dans les écoles publiques. Je crois qu'il y a une date dont il faut se saisir, qui fait la jonction peut-être pour une partie du monde enseignant, c'est l'assassinat de Dominique Bernard. Dominique Bernard, c'est cet enseignant qui a été assassiné à Arras le 13 octobre dernier, donc 6 jours après le 7 octobre, en réponse à l'appel au djihad mondial lancé pour le vendredi suivant le 7 octobre par le Hamas. Donc on a, avec Dominique Bernard, un enseignant victime en France, dans une école française du 7 octobre. Je crois que la mort de Dominique Bernard, les réflexions autour de son assassinat, comme celui de Samuel Paty d'ailleurs, doivent mener au sein des écoles à des débats autour de la question de l'islamisme, autour de la question de l'antisémitisme encapsulé aussi dans l'islamisme, parce que au fond, Dominique Bernard, il impose de faire le lien ou le chaînon manquant vis-à-vis de certains esprits qui ne veulent pas le voir. Alors dans cette période de commémoration, dans ce lundi 7 octobre, il y a eu un moment politique et médiatique fort, c'est le nom d'Emmanuel Macron, prononcé par le Premier ministre et sifflé lors du rassemblement que vous avez organisé. De l'intérieur, comment avez-vous vécu les choses ? Je dois dire que d'abord, ça n'est pas l'usage républicain et ça n'est pas l'usage dans les institutions juives de siffler le nom du président de la République, il faut le dire. J'ai exprimé fermement, fortement, à plein de moments, les désaccords que nous avons avec le président de la République. Dans un temps de recueillement, c'est vrai que c'est pas l'usage que le nom d'un élu, a fortiori le président de la République, soit sifflé. Vous avez été surpris? J'entends, j'ai oui, effectivement été surpris que ça se passe. Néanmoins, je connais l'émotion qui traverse la communauté suite aux déclarations de samedi du président de la République, mais on a pu l'exprimer, on a exprimé nos désaccords fermement. J'ai pu le dire d'ailleurs, y compris à son cabinet très directement. Et puis j'étais lundi avec les familles de victimes dans le bureau du président de la République, avec le grand rabbin de France, président du Fonciel, président du Consistoire, où nous avons aussi dit notre perception des choses et l'émotion qui était celle de la communauté. Donc voilà, mais je veux pas non plus que ce soit ça qu'on retienne de lundi soir, parce que par ailleurs, la puissance publique a été applaudie à travers la prise de parole du Premier ministre, qui a eu droit à une standing ovation en descendant. Donc il n'y a pas de crise entre les Juifs et le pouvoir, il y a un dialogue qui peut parfois se faire sur la base de différences d'analyse et de position, évidemment, et c'est mon rôle de porter notre parole institutionnelle juive dans ce débat-là, mais effectivement, il faut que ça se fasse dans les termes les plus civiques et républicain. Cet épisode des sifflets en rappelait un autre. 1994, cérémonie pour le Veldiv, Mitterrand sifflé. À l'époque, Robert Badinter avait pris la parole de manière véhémente pour défendre le président de la République. Là, personne ne l'a fait.
La séquence était effectivement d'abord compliquée. C'était pendant le discours du Premier ministre. Ça n'était pas pendant mon discours. Je n'étais pas moi-même au micro. Donc la séquence effectivement a été compliquée de ce point de vue-là. Néanmoins, je veux là encore ramener les choses à leur juste proportion. On parle de quelques dizaines de personnes, peut-être, quelques personnes, je ne sais pas, qui ont sifflé au nom du président de la le nom du président de la République sur 4000 personnes dans la salle, dans un moment d'une intense émotion, dans une séquence d'une intense émotion depuis plusieurs jours. Il faut aussi se dire que ça n'est pas ça qu'il faut retenir de la séquence, de cette commémoration d'une part, et puis d'autre part, qu'il y a eu aussi beaucoup d'applaudissements sur ce qu'a été l'action de la France depuis un an. Moi, j'essaye d'être juste et honnête sur la manière de dire les choses, et il faut aussi que dans le monde juif, nous ayons cette analyse-là. Quand on a des choses à reprocher, on le fait avec clarté parce qu'on est des citoyens comme les autres et on a le droit de s'exprimer, mais quand il y a aussi des choses qui sont faites, il faut le dire. L'engagement du président sur la libération des otages, par exemple, c'est un engagement personnel qu'il essaye de mener. Voilà, bon, il y a des choses, donc il faut qu'on puisse dire à la fois ce qui va et ce qui va pas. Alors, ce qui va et ce qui va pas, dans la gestion diplomatique, géopolitique, Jean-Noël Barrot hier dit c'est une provocation, en entendant Benjamin Netanyahou dire que le Liban pourrait être détruit comme Gaza. Vous comprenez cette position française ? Il y a, j'accepte l'idée que la France puisse jouer un rôle particulier auprès du Liban et de protection pour les populations civiles libanaises, parce que c'est au fond une partie de l'histoire de la France. Néanmoins, je souhaite que notre pays fasse le plus possible la distinction entre le Hezbollah et le Liban. On le fait passer. Et qu'au fond, il y ait un soutien à la population civile libanaise, évidemment, qu'on puisse les aider autant que possible, évidemment, mais que de l'autre côté, on n'entrave pas tout ce qui peut être fait pour affaiblir le Hezbollah. Parce que ma conviction, c'est que tout ce qui affaiblit le Hezbollah, au fond, libère les Libanais, aide les Libanais et va dans le sens de l'agenda de la France, qui est au fond d'aller vers un Liban le plus démocratique et le plus libre possible. Alors au contraire, Mélenchon a dit, nous ne trions pas entre ceux qui résistent à l'invasion au Liban. Donc il met le Hezbollah évidemment comme un parti comme les autres et il appelle à pavoiser depuis le 8 octobre. Mais comment vous avez réagi à cette initiative ? Mais d'abord, la phrase de Jean-Luc Mélenchon sur le Hezbollah, elle témoigne d'une chose, c'est l'idée qu'il y aurait d'une certaine manière une justification au terrorisme. L'idée que la fin justifie les moyens. En politique, c'est le plus dramatique, c'est ce qui mène à tous les excès. La vie démocratique, elle commence à partir du moment où on accepte que la fin ne justifie pas les moyens, qu'il y a une question morale qui se pose toujours sur une action. Donc non, le terrorisme ne peut pas être justifié, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est le premier point. Et sur le deuxième point, sur les drapeaux palestiniens, ça n'est que la poursuite de ce qu'est sa stratégie depuis un an, une stratégie d'outrance, une stratégie de provocation, de radicalisation de ses propres soutiens, avec l'idée de forcer, d'utiliser ça comme un marqueur et un fonds de commerce électoral. Yonatan Arfi, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain matin 7h45, votre invité sera Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger.